Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, comme d'habitude à la même heure, pour un nouveau numéro des mots et débats. Et l'invité que je reçois est gabonais. Il est ingénieur en réseau télécom et président d'une association qui s'appelle Action Prépa Gabon. Je vous présente Didier Simba. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Oui, Merci de m'avoir invité. Merci d'honorer notre rendez-vous. Merci à vous, Didier Simba. Alors, vous avez écrit une autobiographie qui s'intitule « Moi, président du plus grand réseau d'ingénieurs issus du Gabon ». Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans la première partie d'émission, au fil des pages. Didier Simba, qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous a motivé à écrire justement ce livre, ce récit autobiographique ? Effectivement, comme il s'est dit, je suis le président de l'association Action Prépa Gabon et le mandat est de 2 ans, mais au bout d'une année, déjà, j'ai vu tout ce que j'ai dû prendre comme responsabilité et tout ce que j'ai dû emmener. Et après, pendant cette observation, j'ai vu mon évolution, en fait. Je suis parti de l'enfant que j'étais lorsque j'étais au Gabon. Et aujourd'hui, président de l'association, je me suis dit, si j'ai écrit ça, je pourrais éveiller quelques personnes et intéresser quelques personnes qui pourront se retrouver et s'identifier à mon histoire, d'où l'idée. Alors, justement, dès les premières pages de votre ouvrage, il y a une sorte de dédicace à votre sœur Candy, un petit poème pour elle. Elle représente beaucoup, parce que vous parlez beaucoup de Candy. Effectivement, Candy, je suis issu d'une famille où nous sommes 10 enfants, même père, même mère. Oui. Et sur les 10, je suis le 5e, donc je suis pile poil au milieu. Et Candy, c'est la personne qui vient juste après moi. Pour moi, elle est d'une intelligence que j'ai rarement rencontrée. Et durant toute mon enfance, et même aujourd'hui encore, j'ai m'identifié énormément à elle. Et j'ai vu tout ce qu'elle a pu réaliser, même jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis toujours dit, je prends énergie sur elle pour pouvoir avancer à chaque fois. Alors, dans votre ouvrage, vous dites, c'est vrai, une fratrie de 10 enfants, père, mère. On sent que vous êtes quelqu'un déjà enfant, vous êtes quelqu'un qui ne souriait pas beaucoup. Vous êtes plutôt un visage assez bougon, voilà, mais toujours sérieux dans votre tête. Alors, vous parlez de cette éducation scolaire. Apparemment, vous étiez un très bon élève, jusqu'à ce qu'il y ait un problème de santé. En CE1, vous étiez dans le coma durant 6 mois. 6 mois. À cause d'un palu... Un neuropalu, précisément. 6 mois durant, et pendant les 6 mois, la seule personne qui a cru que j'étais encore parmi les humains, c'était ma maman. Parce que même les médecins, à l'époque, n'arrivaient pas à identifier parfois mon battement de cœur. Et donc, les médecins, à chaque fois, disaient à ma maman, non, mais non, il n'est plus là, il est déjà parti. Et pour s'en rendre compte, les médecins, ils prenaient une épingle, ils mettaient sur mon sein et ils tournaient pour pouvoir ressentir le battement, enfin mes orteils bougeaient ou mes doigts, et là il disait à maman c'est bon, il est encore là. Donc c'est comme ça que ça se passait. Oui. Mais effectivement c'était une épreuve assez délicate et ça m'a permis de me forger quand je suis sorti de là. Oui. Et donc, vous redoublez le CE1 puisque vous passez 6 mois comme à l'hôpital, donc vous manquez des cours. Et là, vous dites que vous vous retrouvez dans la même classe qu'une autre sœur, et puis elle vous suivra jusqu'au baccalauréat. C'est Candy. C'est Candy. D'accord, pour moi, c'était pas Candy, c'est Candy. C'est Candy, voilà. Toujours. Et effectivement, c'est là que Candy, elle me rattrape parce que c'est ma petite sœur qui vient juste après moi. Donc moi, j'ai une année de scolarité d'avance sur elle. Et quand je fais mon neuropalu, elle me retrouve en CE1. Oui. Et à partir du CE1, on gravit les étapes ensemble jusqu'au lycée. Oui. Alors, justement, à un moment, vous redoublez aussi votre seconde, mais ça, bon, ce n'est pas important. Et vous arrivez jusqu'au baccalauréat. Oui. Et c'est la série C, c'est-à-dire les gros matheux, maths physique, les gros cerveaux, quoi. Et votre sœur fait baccalauréat D. C'est ça. Donc, je suppose qu'il y a une fierté. Moi, je fais le C, moi, baccalauréat. Non. Tout à fait. Tout à fait. C'était la raison même de mon choix entre série C. Oui. Sans le dire encore à Candy. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais une expression de visage où je pensais à beaucoup de choses en même temps, mais je ne le faisais pas toujours ressortir. Et c'est parfois encore le cas aujourd'hui sur certaines questions. Et donc, pour mon choix en terminale C, je n'ai pas dit à Candy que c'est parce que je voulais lui montrer que je suis le grand frère que je suis à la terminale C. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle va s'en rendre compte après, oui, à partir de mon ouvrage. Je ne lui ai jamais dit ça, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Alors, là, vous intégrez Mathsup Gabon. Donc, on appelle cette école les taupins.
C'est ça, c'est la petite appellation entre nous, c'est un groupe d'irréductibles en fait, on va dire ça comme ça. Mais en fait, on se reconnaît, c'est les étudiants des classes préparatoires scientifiques du Gabon, Mathsup, Mathsp. Entre guillemets, on est sélectionné parmi les meilleurs de terminale C. Il y en a aussi des terminales D et de terminale E également. Et donc, du coup, quand on intègre Mathsup, c'est vraiment une sélection qui se passe. Et là, c'est la plus grosse fierté que nous avons à chaque fois. Et les top 1, c'est l'appellation qu'on s'est donnée. On se retrouve ici en France et on forme une famille qui est la plus belle des familles en France. Voilà. Alors justement, pour parler de la France, il y a une sorte d'échange entre le Gabon et l'école ESME à Ivry-sur-Seine. Donc ils recrutent des étudiants gabonais qui vont apprendre, étudier dans cette école d'ingénieurs. C'est ça. Alors c'est pratiquement ça, en fait, c'est que quand on fait les Mathsup, Mathsp au Gabon, on passe des concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs en France. Et donc, quand on arrive, on intègre l'école qui nous plaît en fonction de nos aspirations. Ceux qui veulent faire informatique, ceux qui veulent faire énergie, ceux qui veulent faire dans le bâtiment, et ainsi de suite. Et Esmé Soudria, c'était l'école de mon choix quand je suis arrivé en France. Voilà, donc vous faites une année, c'est ça? Une année. Et puis après, vous changez d'école, vous allez à Epitech, Epita, parce qu'Epitech, c'est informatique, il me semble. Informatique aussi, mais c'est des écoles communes, en fait. Oui. Et donc là, vous décidez de prendre la branche réseau télécommunications. Donc au bout de quelques années, donc 2 ans, 3 ans, il me semble, vous avez votre diplôme et là, écoutez, vous devenez consultant dans une grande entreprise en tant que dans le réseau télécommunications. C'est exact. Je suis consultant en sécurité informatique pour déployer chez des clients et c'est le modèle qu'on a tous, en fait, les top 1, tous les étudiants des classes préparatoires du Gabon. Une fois ingénieur, on intègre un cabinet de conseil et on est déployé chez des clients pour travailler sur notre cœur de métier. Et c'est là qu'on va parler justement de votre association, de cette association Prépa Gabon. Alors, elle est née en 1991, cette association. En 2009 précisément. 2009. Alors 1991, c'était quoi alors? 1991, c'est la date de création des classes préparatoires du Gabon. D'accord, vous voyez, je commence à mélanger, d'accord, les dates. Alors, donc 2009, l'association est créée. Alors c'est uniquement les étudiants, Mathsup, Mathsp, les top 1, qui ont droit d'intégrer cette association. Les anciens élèves, les nouveaux, sont dans cette association. C'est exact. À l'origine, c'était ça l'idée. Ensuite, l'association évolue et depuis quelques années déjà, on essaye d'intégrer tous les étudiants de la diaspora, tous les étudiants africains qui arrivent en France et qui veulent se faire accompagner. Et du coup, comme j'en parle dans mon ouvrage tout au long des pages, on a mis en place pas mal de processus d'intégration et d'accompagnement des étudiants en fait. Donc, oui. Voilà. Parce que les étudiants gabonais ont besoin de repères, et puis c'est vrai que c'est plus facile pour, quand on débarque dans un pays, surtout pour faire ses études, il y a le poids de l'école, et puis après on se retrouve seul, cet isolement est parfois lourd à porter. Tout à fait. Ça part même, je prendrais comme ça une petite histoire au Gabon, lorsqu'on fait les fêtes de Nouvel An, le Noël, on a du bruit partout dans la ville, il y a des gens qui crient de partout. La fête se ressent précisément. Et quand on arrive en France, c'est tout de suite un déphasage. La plupart du temps, on arrive en tant qu'étudiant, donc on arrive en septembre. Oui. Donc les prochains mois, c'est Noël tout de suite. Oui. Noël, il faut le passer. Déjà, il fait froid, donc on ne peut pas se retrouver dehors à faire la fête comme à Libreville. Oui. Et donc, 9 fois sur 10, si on n'a pas de la parenté, on se retrouve à passer Noël soit avec 2-3 amis dans un appartement. Tout de suite, c'est un déphasage. C'est une autre culture, c'est une autre manière de voir. Et là, c'est le cœur même de l'association de se dire il faut rapidement encadrer ces enfants pour éviter qu'ils ne tombent dans un autre sentiment qu'on ne pourra pas forcément prévoir. Voilà. Et puis après, entraîner l'échec scolaire. Entraîner potentiellement l'échec scolaire, effectivement. Ouais. Voilà. Mais comment vous êtes élu, en fin de compte? C'est entre les anciens présidents, ils vont nommer des futurs, les étudiants, les top 1, ils vont dire, tiens, lui ferait bien président de l'association. Comment ça se passe? Alors, tous les 2 ans, il y a le conseil d'administration de l'association, parce qu'il y a le bureau exécutif, le bureau qui accompagne, qui réalise les activités de l'association durant les 2 ans. Ensuite, au-dessus ou alors à côté, il y a le conseil d'administration et c'est le conseil d'administration qui organise les élections à la fin du mandat du bureau en cours. Et pour voter, il suffit d'être membre de l'association et comme je l'ai dit tout à l'heure,
tout le monde peut être membre de l'association tant qu'on en respecte. On n'est pas obligé d'être gabonais alors. On n'est pas obligé d'être gabonais pour peu qu'on soit un humain. On peut être membre de l'association. Très bien. Alors, il y a également, donc, vous organisez des ateliers, ça c'est super, ateliers d'orientation, ateliers de CV, entretien. C'est pour que les Gabonais, justement, affrontent le marché du travail. Rapidement. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte au sein de l'association, et c'est même de là qu'est partie l'idée, c'est que quand on arrive, non seulement il y a un dépaysement qui peut très vite s'installer, mais il y a aussi le manque, je dirais pas le manque de compétences, mais le manque d'expérience, en quelque sorte. C'est pas toujours tous les étudiants qui ont un bon CV ou alors qui ont un CV assez rempli, entre guillemets, d'expérience. Et du coup, nous, on leur propose justement cette capacité, enfin cet atelier-là qui leur permet de réaliser un très bon CV et de tout de suite intégrer notre réseau qui est constitué des étudiants, enfin des ingénieurs qui sont déjà là depuis 10 ans, 20 ans et qui ont déjà des entreprises ou alors qui ont des relations ou du moins aussi d'autres réseaux. Ça leur permet à eux non seulement d'avoir un bon CV, mais aussi de pouvoir très rapidement trouver un stage en rapport avec leur métier, un emploi lorsqu'ils auront leur diplôme et ainsi de suite. Voilà. Donc nous mettons en place les ateliers tels que l'atelier CV, l'atelier d'orientation. Pourquoi orientation ? Parce que comme je l'ai dit au début, on fait des classes préparatoires scientifiques au Gabon. On arrive en France, on a passé des concours pour intégrer les écoles, mais du coup, on a plusieurs écoles et il faut faire un choix. Sauf que le choix, on n'a pas toujours, je dis bien pas toujours parce qu'il y en a qui font, il y en a qui font du bon choix, on n'a pas toujours toute la connaissance de ce qui se fait dans ces écoles-là. Donc 9 fois sur 10, enfin la plupart du temps, on choisit des écoles en fonction de j'ai un ami qui est dans cette école, je veux aller à Paris. Dans mon cas précis, j'ai été à Esmé-Soudria, ensuite j'ai fini à Epita. Pourquoi ? Parce que après ma première et deuxième année, je me suis rendu compte que ce qui était fait, le programme scolaire de cette école ne matchait pas avec mes aspirations. Donc j'ai pu revoir après et ensuite j'ai changé d'école. Mais c'est cette erreur de choix de casting qu'on essaye d'éviter aux étudiants dès qu'ils arrivent en France. Voilà. Il y en a certains qui veulent venir des futurs X, Centrale. Oui, on en a déjà. Il y en a qui intègrent Centrale, il y en a qui intègrent Polytechnique. Il y en a plein de plus en plus qui intègrent Polytechnique. Voilà. Dans cette association, vous dites il faut promouvoir des idées. Alors, quelles sont ces idées, ce renouveau, cette renaissance pour cette élite gabonaise ? Alors, l'idée, c'est de se dire déjà, et on en parlera certainement à la partie d'après, il faut tout de suite déclencher dans l'étudiant l'envie d'entreprendre, l'envie de surpasser, de se projeter rapidement. Et tout ce qu'on essaye de mettre autour de l'association, c'est de dire à un étudiant, d'abord, nous sommes unis, mais en plus, il faut refouler ces peurs. Il faut ne même pas tenir compte de ces peurs parce qu'on sait tout de suite qu'il y a beaucoup d'hésitation lorsqu'on part du Gabon ou alors beaucoup d'a priori. Donc, on essaye d'éteindre ces a priori et de mettre en avant l'aspect de oser. Oser réaliser quelque chose, oser se propulser et aller quelque part de l'avant. Mais il faut avoir des financements. Comment ça se passe ? Est-ce que le Gabon aide justement ces futures élites du pays à ne pas chercher un travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins ? Est-ce qu'il y a une aide ? Dès qu'on arrive en France, à partir des classes préparatoires du Gabon, on est automatiquement boursier de l'État gabonais. Oh, d'accord. Et pendant nos années d'études, on a notre bourse qui est versée tous les mois. Et donc, ça nous permet pas de vivre de vivre correctement, en fait, en tant qu'étudiant. Oui, mais surtout ne pas perdre du temps, aller chercher du travail pour, puis après ne pas suivre correctement ses études. Alors, je voudrais savoir, que deviennent ces élites ? Parce qu'on parle beaucoup de fuite de cerveau. Certains retournent au Gabon pour rebooster le pays. Ça commence à se produire. Il y a encore quelques années, une étude interne dans l'association montrait à peu près 80% de ces étudiants qui restaient en France après leur diplôme. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui choisissent de rentrer parce qu'ils ont identifié des axes de projection au Gabon directement. Donc, je ne peux pas m'avancer sur les chiffres actuellement, mais rien que dans ma promotion, nous étions 18 et sur les 18, si j'ai bonne mémoire, il y en a 4 quand même qui sont rentrés au Gabon et qui ont créé des entreprises et qui s'en sortent très bien. Dans votre ouvrage, donc ça c'était la partie association, et pour terminer cette première partie d'émission, il y a des poèmes, des poésies, et j'ai remarqué que vous dédiez beaucoup de poèmes à votre maman.
Ma maman, c'est la personne que j'aime le plus sur Terre. Je l'ai dit tout à l'heure, pendant 6 mois d'un commun, c'est la seule personne qui a cru que j'étais encore parmi les humains et qui est jour après jour resté au chevet de mon lit. Et je me suis dit dans cet ouvrage, oui, je parlerai de ma maman et j'exhorte justement à toutes les personnes de penser toujours comme ça à leur maman parce que on ne le dira jamais assez. Aujourd'hui, de plus en plus, on considère la femme comme étant au centre du monde de manière générale parce que c'est la femme qui nous met au monde, c'est la femme qui nous accompagne. Et on sait qu'une maman, quoi qu'il arrive, aimera toujours son enfant. Donc, effectivement, j'avais vraiment pris le soin de dédier beaucoup de poèmes à ma maman. Et puis voilà, dans mes heures libres, quand j'ai un peu de temps, il m'arrive comme ça d'écrire des poèmes. Oui. Et puis, il y a des poèmes aussi, Rêve. Alors, dans Rêve, j'ai vu juste ce vers, vous dites « Des luttes contre ces dirigeants autocratiques ». Vous voulez dire quoi ? Alors... C'est page 88. Oui, vous dites, voilà, j'ai fait un rêve, pour ne pas dire l'amertume, qui transforme en venin ma liqueur poétique, pour ne pas dire mes luttes pathétiques, aux contours elliptiques, des luttes contre ces dirigeants autocratiques qui font naître ces âmes au comportement critique. Alors c'est on va dire une dédicace comme ça à nos dirigeants africains qu'on considère aujourd'hui de plus en plus comme des dirigeants qui ne se soucient pas de la population et du coup la population en elle-même commence à se réveiller et commence à prendre conscience. Il y en a qui prennent du recul et essaient de poser des actes sains, et il y a d'autres de l'autre côté justement qui posent des actes encore plus drastiques. Je n'ai pas envie de citer l'exemple du président du Congo, Kabila Père, qui par exemple s'était fait assassiner. Je pense que c'était une personne qui a pensé à passer à l'acte et puis c'était très méchant. Il y a aussi « Écoute mon silence ». Et là, j'ai trouvé que c'était un poème où il y avait beaucoup, une sorte de chagrin, d'isolement, de tristesse. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Est-ce que vous pensiez à votre fils Vini ? C'est ça. Dans une partie de ma vie, effectivement, j'ai eu un fils. Oui. Et à l'âge de 2 ans, il est décédé, oui. Il est reparti d'où il venait. Et effectivement, quand j'ai écrit ce texte, il y avait beaucoup d'amertume enfin pas d'amertume, mais plutôt du regret. Et c'est des sentiments que j'ai parfois qui me remontent à l'esprit. Et donc ce jour-là, je faisais effectivement allusion à lui quand j'écrivais. Enfin, pas allusion à lui directement, mais c'était ce sentiment de tristesse qui m'envahissait et j'ai écrit ces lignes. Je devine que vous pensez quotidiennement à Vini. Très souvent. Ouais. Très souvent, je me dis, s'il était encore vivant, aujourd'hui, il devait être à côté de moi. Oui. Et là, vous avez un autre enfant avec, par exemple, Lisiane ? Non, pas encore. Pas encore. Très bien. Et dernière chose, j'ai été témoin de Jéhovah. Pourquoi vous dites j'ai été témoin ? C'est-à-dire que vous ne l'êtes plus, vous... Alors, pour ne pas, on va éviter de créer d'amalgame là-dessus. C'est une question que je vais traiter dans mon prochain ouvrage, qui est déjà en cours en cours de rédaction. C'est la question religieuse, c'est mon point de, je dirais pas mon talon d'Achille, mais c'est la chose qui m'écoeure actuellement. Mais on en parlera une prochaine fois, ou alors d'une autre manière. J'ai été témoin de Jéhovah du point de vue de mes parents qui le sont encore, et que je n'en veux pas d'ailleurs. Hein. Je n'ai jamais été, parce que pour être témoin de Jéhovah, il faut avoir été baptisé. Et moi, je n'ai jamais été baptisé. Et du coup, aujourd'hui, je ne le suis plus du tout, mais j'ai un autre regard sur les témoins de Jéhovah. Un regard beaucoup plus critique, un regard un peu différent, et voilà. Très bien. Merci beaucoup Didier Simba pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à Carte sur table. Merci. Alors pour Carte sur table, on va faire un focus sur Didier Simba. Et vous l'aviez dit, je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes... ingénieur, réseau, télécommunications, spécialisé dans la sécurité informatique. Alors, comment ça se passe au quotidien, ce travail ? Alors, sécurité, quand on dit sécurité informatique, c'est vaste, mais c'est énorme, c'est très grand. Et encore, quand on rentre, je vais essayer de simplifier en parlant de 2 axes précisément. Il y a la sécurité système et la sécurité des réseaux. Moi, je me suis plus spécialisé dans la sécurité système. Et la sécurité, qui dit sécurité système, dit sécurité de votre architecture réseau dans l'entreprise de manière générale. Et encore pour éviter qu'il y ait des pirates qui viennent
Voilà. s'immiscer. Dans mon métier, dans la sécurité système, justement, c'est d'identifier des zones qu'on appelle les failles de sécurité. Oui. En se disant, ben là, potentiellement, un pirate pourrait passer par là et apporter un virus dans l'entreprise ou un truc de ce genre. Oui. Donc moi, dans mon métier de tous les jours, j'identifie justement ces failles de sécurité. Je rédige un cahier de charge en disant, attention, là, de ce côté, je crois qu'il y a un problème. Et je laisse à disposition de l'entreprise pour, bien entendu, je fais des recommandations. Et ce sont eux qui mettent en place la recommandation, en fait. Donc à chaque fois, vous changez d'entreprise alors? Parce que ce n'est pas dans la même entreprise. C'est pas dans la même entreprise, mais c'est des projets qui peuvent durer 1 à 2 années à peu près. Donc si je suis dans une entreprise, ça peut être 1 année, l'entreprise d'après, ça peut être 1 année, 2 années, et ainsi de suite, voilà. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de vous servir de vos capacités pour justement s'introduire dans une entreprise concurrente, rivale? On n'est pas censé le dire, mais oui, effectivement, à partir de nos compétences, on essaie justement de les exploiter pour nous rendre service parfois. Mais il est très fortement déconseillé justement de partager nos compétences. Quel est le pire souvenir que vous ayez eu justement en construisant cette architecture, ces réseaux? Est-ce que, je ne sais pas, vous êtes tombé sur un pirate mais complètement farfelu qui a créé une sorte d'architecture mais indestructible, enfin? Alors, moi, je ne rencontre pas les pirates. Oui. Je ne les vois pas du tout. Non, bien sûr. Je ne vois même pas les failles. Mais en fait, le souvenir que j'ai, c'est une fois, je faisais des audits parce que je faisais des audits dans les hôpitaux. Oui. Et actuellement, il y a la loi de programmation militaire qui demande aux entreprises de se conformer, de s'assurer que leur système d'information est conforme à une loi, à des règles qui ont été définies au niveau européen. Et quand je fais l'audit, justement, c'est d'identifier le gap, la différence qu'il y a entre leur système d'information actuel et ce qui est recommandé. Oui. Et très souvent, ça part même du comportement simplement des personnes. Et un souvenir comme ça qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que quand je rencontrais les infirmières, il arrivait pour la plupart du temps d'ailleurs, quand elle va donner le traitement à un patient, d'ouvrir son ordinateur, de regarder la fiche de soins, le nom, le prénom, le numéro de la chambre, la pathologie du patient, et ainsi de suite, et d'identifier le médicament que le médecin a prescrit. Donc il identifie le médicament, le dosage, et va donner le médicament au patient en laissant le chariot avec l'ordinateur sur le couloir. Dit comme ça paraît peut-être pas grave, mais en termes de sécurité, voilà, c'est confidentiel. Personne ne veut que son patient soit mis à nu. Peut-être on ne sait pas de quoi il souffre exactement. Oui. Et donc là, à chaque fois, je disais aux infirmières, c'est verrouiller votre ordinateur, c'est la moindre des choses, c'est aussi simple que ça. Et c'était très difficile à passer quand même pour les infirmières. Elles s'embêtent de verrouiller l'ordinateur, de revenir 2 minutes après, de retaper le mot de passe. Et là, je leur disais à chaque fois, mais vous choisissez de mettre un mot de passe ou alors de mettre à nu la pathologie de votre patient. Et parfois, ça faisait un déclic. Il y en a qui acceptaient, il y en a qui, devant moi, acceptaient. Et derrière moi, je pense qu'elles ne l'appliquaient toujours pas. Oui. Et justement, comment faire pour que ces gens comprennent, parce que souvent on pense que ça arrive aux autres, aux grandes entreprises sur le marché, lorsqu'il y a ces failles comme ça, ces bugs, ces cyberattaques, mais quand ça concerne chez soi, son propre domicile, est-ce qu'on peut faire appel à vous ? Lorsque ça nous appelle à moi, ce ne serait pas le cas. Mais effectivement, je peux intervenir quand c'est pas très grave. Mais une des choses, le plus gros risque, justement, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation par des affiches, par exemple, dans un lieu de travail, en disant aux personnes... Attention aux mails, si vous recevez un mail que vous ne connaissez pas, ne cliquez pas dessus. Pensez à mettre un mot de passe. Évitez de mettre le même mot de passe dans tous les comptes que vous avez. Sécurisez le mot de passe en mettant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères, et un caractère spécial par exemple. Et c'est cette sensibilisation justement que si vous m'appelez chez vous, je commencerai par faire ça. Parce qu'au domicile, justement, aussi, il m'était arrivé, je ne le dirais pas comme ça, de pirater le Wi-Fi de mon voisin. Et il avait laissé son ordinateur en réseau. J'avais cette possibilité, mais c'était il y a très longtemps, j'étais étudiant. On nous donnait des outils à l'école pour nous apprendre que c'est possible. Oui, c'était des tests. C'était des tests, voilà, j'ai fait un test. Et en ce faisant, je me suis amusé, enfin je pouvais accéder à son ordinateur et donc rebondir sur les fichiers qu'il avait dans son ordinateur. Voilà, et donc c'est-à-dire toutes les coordonnées bancaires. Par exemple.
par exemple. Très bien. Je ne suis pas allé plus loin. Oui, non, bien sûr, Didier, ça se voit que vous êtes sérieux, vous. Eh bien, merci beaucoup, Didier Simba. On va passer à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Le coup de cœur. Pour ce coup de cœur, Didier, alors vous avez choisi quel auteur? Chinua Achebe. Pour quelle raison cet auteur nigérian? J'ai fait rapidement allusion à mon coup de cœur actuellement parce que, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, je parlais de la religion. On a parlé des témoins de Jéhovah. Et comment dire, Chinua Achebe, dans son ouvrage Le monde s'effondre, explique bien le monde Igbo qui s'est effondré avec l'arrivée du christianisme au Nigeria. Chinua Achebe l'a bien illustré et aujourd'hui encore, c'était l'éveil des consciences qu'il a essayé de relever, qu'il a essayé de faire ressortir. Et aujourd'hui encore, je pense qu'un de mes combats, justement, c'est de pouvoir éveiller les consciences africaines sur cette question qui mine énormément le peuple africain en leur disant que le christianisme a été importé. Il faut faire attention, regardez la manière où vous vous comportez, regardons ce qu'on peut faire ensemble et tournons notre regard vers ce qui est à nous parce que ce qui nous a été importé, visiblement, s'en sert mal et donc ça nous fait plus de mal que de bien. Mais dans n'importe quelle religion, lorsqu'on a de mauvaises idées, on peut se servir contre son voisin. Donc il n'y a pas que dans le christianisme. Effectivement. Dans ce cas, allons sur celle qui est à nous. C'est ça que je veux dire. C'est étant donné que toutes les religions, peu importe ce qu'elle est, on peut s'en servir. Il y a des personnes malveillantes qui peuvent s'en servir en mal. Dans ce cas, allons sur celle qui est à nous. Il y aura toujours des personnes qui vont s'en servir en mal. Pourquoi diaboliser ce qui est à nous? Et effectivement, j'y pense comme ça, j'en parle parce que je sais, enfin, j'en parlerai une autre fois. On nous a appris, nous-mêmes, à avoir peur de ce qui est à nous. Et je l'ai dit aussi tout au long de l'émission, refoulons nos peurs, ça veut dire refoulons ce qu'on nous a dit qui était mal sans avoir vérifié. Les religions africaines, je pense comme ça à tout hasard, au Bwiti qui est une religion gabonaise, le Bwiti, le Ndjobi, le Vaudou qui vient du Bénin, on n'a pas d'explication sur ces points-là, mais on sait seulement que c'est mauvais. Et pourquoi? Parce qu'on nous a dit, parce qu'on croit savoir, parce qu'on pense savoir. Donc j'appelle comme ça, et c'est ce qu'a fait Chinua Achebe, justement, nous expliquer comment le monde Igbo s'est effondré. Mais je pensais que vous alliez prendre un livre, je ne sais pas, sur les arts martiaux, parce que vous pratiquez les arts martiaux, le taekwondo, il me semble. Et puis aussi vous avez fait du kung-fu wushu ou kung-fu... C'est ça. Ouais. J'ai fait que des arts martiaux durant toute ma vie, d'ailleurs. J'en fais encore aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant. J'ai fait du kung-fu plus jeune, ensuite j'ai fait du karaté, du judo, de la boxe. Et après, je suis arrivé au taekwondo où je suis resté pendant plus de 15 ans. J'aurais pu prendre un ouvrage justement sur les arts martiaux, mais l'appel sur la culture africaine me tient beaucoup plus à cœur. Très bien, merci beaucoup Didier Simba. Eh bien écoutez, votre livre c'est Moi, président. Moi, j'ai même cru que vous vouliez faire comme François Hollande, de l'ANAFOR, moi, président de la République. Alors, c'est moi, président du plus grand réseau d'ingénieurs issus du Gabon. Merci à vous. Merci bien. Et quant à vous, mes chers complices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.